Angleterre, 1612. Dans une petite salle de tribunal du Lancashire, une fillette de 9 ans se tient face à plusieurs juges. Elle s'appelle Janet Device, et ce qu'elle va dire va condamner plusieurs personnes. Car Janet accuse sa propre famille. Elle affirme que sa mère, sa sœur et plusieurs habitants du village pratiquent la sorcellerie. Ma mère et ma sœur sont des sorcières. Selon son témoignage, il possède des esprits invisibles, des créatures démoniaques capables de rendre les gens malades ou de provoquer la mort. Les juges prendront ces paroles très au sérieux. Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, la sorcellerie est un crime passible de mort. 12 personnes seront arrêtées. Certaines seront pendues. Mais ce procès n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres. Car pendant plusieurs siècles, l'Europe et l'Amérique ont vécu dans une véritable obsession, la peur des sorcières. Des milliers de personnes furent accusées d'avoir pactisé avec le diable. Certaines furent torturées, d'autres exécutées. Aujourd'hui, les historiens expliquent la plupart de ces affaires par la peur, la religion et les tensions sociales. Pourtant, pendant des siècles, des milliers de personnes furent convaincues que la sorcellerie existait réellement. On ne parlait pas de légende, on parlait de malédiction, de possession, de pacte avec le diable. Dans un monde où la médecine restait rudimentaire, où les catastrophes semblaient surgir sans cause, et où la religion structurait chaque geste du quotidien, ces croyances pouvaient rapidement provoquer la panique. Et lorsque la peur s'installait, les accusations commençaient. Mais dans certains dossiers, les témoignages vont beaucoup plus loin que de simples accusations. Alors une question s'impose. Comment la peur des sorcières a-t-elle pu traverser les siècles, jusqu'à produire des procès, des possessions, des exécutions et des récits qui continuent encore aujourd'hui d'alimenter le doute? Pour comprendre comment cette peur a commencé, il faut revenir à la fin du Moyen-Âge, à un livre qui allait profondément influencer toute l'Europe. En 1487, un ouvrage est publié dans le Saint-Empire romain germanique. Son titre, Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Le livre est rédigé par un inquisiteur dominicain nommé Heinrich Kramer. Son ambition est claire, expliquer comment reconnaître les sorcières, comment les interroger et comment les juger. Le texte affirme qu'elles servent le diable, participent à des sabbats nocturnes, volent dans les airs et provoquent des catastrophes par la magie. Mais ce livre ne se contente pas d'alimenter l'imaginaire. Il propose une méthode, une manière de suspecter, d'interroger et d'obtenir des aveux. Pendant plus d'un siècle, il circulera largement en Europe. Et avec lui, la peur des sorcières devient peu à peu une peur légitime, aux yeux des tribunaux. L'un des premiers grands dossiers où cette peur prend une forme concrète se déroule en Angleterre, dans le Lancashire, 1612. Deux familles vivent depuis des années dans une rivalité profonde, les Demdike et les Chattocks. Dans ces villages pauvres, battus par le vent et coupés du monde, les rumeurs de sorcellerie circulent déjà depuis longtemps. Mais au printemps 1612, un événement va faire basculer l'affaire. Une jeune mendiante nommée Alison Device croise un colporteur sur un chemin. Elle lui demande des épingles.
Celui-ci refuse de lui en donner et continue sa route. Quelques instants plus tard, l'homme s'effondre au sol, paralysé. Pour beaucoup, il ne peut y avoir qu'une explication, une malédiction. Très vite, les autorités locales commencent à enquêter et les accusations se multiplient. Lors des interrogatoires, Alison Device accuse sa propre grand-mère, une femme âgée connue sous le nom de Old Demdike. Elle affirme que celle-ci possède un esprit familier, un esprit démoniaque, qui prendrait la forme d'un chien noir. Les arrestations commencent. Au total, 12 personnes sont accusées du meurtre de 10 personnes par sorcellerie. S'ouvre alors le célèbre procès au château de Lancaster. Parmi les témoins, une fillette de 9 ans, Janet Device. Elle accuse sa propre famille et décrit des réunions secrètes où les accusés auraient invoqué des esprits. Son témoignage sera considéré comme décisif. Plus tard, le procès sera consigné dans un document officiel, The Wonderful Discovery of Witches in the County of Lancaster, un texte publié en 1613 par le greffier du tribunal. Selon ce document, plusieurs témoins affirmaient avoir vu les accusés accompagnés d'animaux étranges, des chats noirs, des chiens, et d'autres créatures que l'on appelait à l'époque des familiers démoniaques. Au terme du procès, 10 personnes seront condamnées et exécutées par pendaison. L'affaire de Pendle reste l'un des dossiers les plus troublants de l'histoire anglaise, parce qu'au centre de tout, il y a cette image impossible à oublier. Une enfant, debout devant des juges, accusant sa propre famille de servir le diable. Mais Pendle n'était qu'un début. Quelques décennies plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, la peur des sorcières va prendre une ampleur encore plus brutale. Hiver glacial de 1692. Dans la colonie puritaine du Massachusetts, un petit village nommé Salem va devenir le théâtre de l'un des procès de sorcières les plus célèbres de l'histoire. Tout commence dans la maison du pasteur Samuel Parris. Sa fille, Betty, et sa nièce, Abigail Williams, commencent soudainement à se comporter de manière étrange. Elles crient, convulsent, parlent une langue inconnue et affirment être attaquées par des forces invisibles. Les médecins du village examinent les enfants, mais ils ne trouvent aucune explication médicale. Alors l'un d'eux prononce un diagnostic inquiétant. Elles sont sous l'influence de la sorcellerie. Après cet événement, 6 autres filles seront trouvées atteintes de manière identique. Très vite, les accusations commencent. Les jeunes filles désignent plusieurs habitants du village. Parmi les premières accusées figure Tituba, une esclave originaire des Caraïbes, servante de la maison Parris. Sous la pression des interrogatoires, elle finit par avouer. Elle décrit des visions terrifiantes. Elle affirme avoir vu des animaux démoniaques et un homme sombre qui lui aurait ordonné de servir le diable. Ces aveux déclenchent une véritable panique. Les accusations se multiplient. En quelques mois, plus de 200 personnes sont accusées de sorcellerie. Les procès deviennent chaotiques. Certains témoignages parlent d'attaques invisibles. D'autres décrivent des silhouettes flottant dans les pièces. Les juges acceptent même ce qu'on appelle des preuves spectrales. Des témoignages affirmant que l'esprit d'une personne aurait attaqué quelqu'un. Au total, 20 personnes seront exécutées, pour la plupart par pendaison. Et une autre, écrasée sous des pierres lors d'un interrogatoire. Aujourd'hui encore, les historiens débattent de ce qui s'est réellement passé à Salem.
Certains évoquent une hystérie collective, d'autres parlent de rivalité sociale, d'autres encore avancent l'hypothèse d'un empoisonnement accidentel par un champignon du seigle. Mais à ce stade, une question devient inévitable. Comment une simple croyance a-t-elle pu produire des scènes aussi extrêmes ? Et surtout, si la peur des sorcières pouvait détruire un village entier, que se passait-il lorsque cette peur prétendait voir le mal agir en direct ? Mais les procès n'étaient qu'une partie du cauchemar, car ailleurs, la peur ne se contentait plus d'accuser. Elle prétendait voir le mal agir en direct, sous les yeux des témoins. Au XVIIe siècle, plusieurs couvents européens deviennent le théâtre d'événements étranges. Des religieuses affirment être possédées. Leurs crises attirent des foules entières, et les exorcismes deviennent de véritables spectacles publics. En 1611, à Aix-en-Provence, une affaire va montrer à quel point une accusation de possession pouvait suffire à briser une vie. Tout commence avec une jeune femme issue de la noblesse, Madeleine de Demandol de la Palue. Depuis quelque temps, son comportement inquiète les religieuses qui l'entourent. Elle souffre de crises de plus en plus violentes. Son corps se tend brutalement, ses mains se crispent, et parfois, des hurlements éclatent au milieu du silence du couvent. Lors de certains épisodes, elle semble perdre totalement le contrôle d'elle-même. À cette époque, dans le sud de la France, de tels symptômes n'évoquent pas une maladie nerveuse. Ils évoquent une autre possibilité, la possession. Très vite, d'autres femmes présentent à leur tour des troubles comparables. Les exorcismes commencent, et avec eux, les accusations. Madeleine désigne alors un homme, un prêtre marseillais nommé Louis Gaufridi. Selon elle, cet homme ne l'aurait pas seulement séduite, il l'aurait ensorcelée. Il l'aurait conduite à des sabbats, et il aurait livré son âme à des puissances infernales. Les religieux chargés de l'enquête prennent l'affaire très au sérieux. Lors des séances d'exorcisme, les témoins disent entendre des voix graves sortir de la bouche des possédés. Par moments, les jeunes femmes hurlent des obscénités. À d'autres instants, elles répondent aux prêtres comme si une intelligence étrangère parlait à travers elles. Le dossier prend rapidement une dimension publique. On ne parle plus seulement d'un scandale religieux. On parle d'un prêtre accusé d'avoir pactisé avec le diable. Gaufridi est arrêté, interrogé et soumis à la torture. Sous cette pression, il finit par faire des aveux. Mais comme dans beaucoup d'affaires de sorcellerie, la frontière entre confession et aveu arraché de force devient presque impossible à distinguer. Le procès avance malgré tout, et la sentence tombe. Louis Gaufridi est condamné. Il finit au bûcher en avril 1611. Pour les contemporains, l'affaire semble confirmer que le diable agit réellement au cœur même du clergé. Avec le recul, les historiens avancent plusieurs explications. Un mélange de sexualité réprimée, de ferveur religieuse, de rivalités ecclésiastiques et de terreur collective. Pourtant, un détail reste troublant. Juste après l'exécution de Gaufridi, Madeleine semble soudainement libérée de ses symptômes, comme si la mort du prêtre avait mis fin à l'emprise. Coïncidence, soulagement psychologique, ou simple conséquence de l'immense mise en scène religieuse qui s'était construite autour d'elle. L'affaire d'Aix ne s'arrête pas là, car en France, ce type de possession spectaculaire va bientôt ressurgir ailleurs. Et la prochaine fois, l'ombre sera encore plus épaisse.
Loudun, 1634. L'un des cas les plus célèbres de possession se déroule de nouveau en France. Dans le couvent des Ursulines, le 23 septembre, suite à l'apparition d'une boule noire lors de la messe, plusieurs religieuses commencent soudainement à présenter des comportements inquiétants. Elles convulsent, hurlent des blasphèmes, se mettent à faire d'horribles grimaces, à recracher l'hostie et même à insulter Dieu. Elles accuseront par la suite d'avoir été attaquées par le démon d'Astaroth. Quelques jours plus tard, ça sera 14 religieuses qui présenteront les mêmes cas de possession. Lors des exorcismes, certaines parlent avec des voix graves. D'autres affirment voir des créatures invisibles. Au fil des jours, les crises se multiplient. Les rumeurs enflent. Et bientôt, il faut un responsable. C'est alors qu'un nom commence à circuler. Urbain Grandier, un prêtre. Selon les témoignages, Grandier aurait conclu un pacte avec le diable et envoyé des démons dans le couvent. Très vite, l'affaire dépasse les murs du couvent. Des curieux affluent, des religieux se déplacent, et autour de Loudun, la rumeur enfle. Des démons parleraient à travers des religieuses. Les exorcismes sont réalisés devant des foules, et les crises continuent, toujours plus spectaculaires. Le procès devient un événement national. Finalement, Grandier est condamné pour sorcellerie. Il est torturé puis brûlé vif en 1634 devant une foule de 6000 personnes. Mais aujourd'hui, beaucoup d'historiens pensent que l'affaire mêlait rivalité politique, pression religieuse et hystérie collective. Quoi qu'il en soit, Loudun laisse derrière lui une image durable. Celle d'un mal invisible que toute une ville croyait entendre parler. Après Aix, après Loudun, une nouvelle affaire va replonger la France dans l'un de ses cauchemars les plus anciens. Louviers, Normandie. À partir de 1643, le couvent de la ville devient le centre d'un nouveau scandale de possession. Cette fois, le nom qui émerge au milieu des accusations est celui de Madeleine Bavent, une religieuse dont les déclarations vont alimenter un dossier déjà chargé de rumeurs, de manipulations et de peur. Selon les récits de l'époque, les religieuses du couvent présentent des symptômes de plus en plus inquiétants. Crises nerveuses, convulsions, cris, blasphèmes, gestes incontrôlés. Parfois, elles semblent s'agiter dès qu'un objet sacré s'approche d'elles. À d'autres moments, elles accusent des prêtres d'avoir favorisé ou déclenché leur possession. Comme dans d'autres dossiers similaires, l'affaire devient rapidement un mélange de religion, de sexualité, de culpabilité et d'obsession démoniaque. Le nom de Mathurin Picard apparaît alors, ancien directeur spirituel de Madeleine Bavent. Il est soupçonné d'avoir exercé une influence trouble sur le couvent, ainsi que des actes de sorcellerie et autres affaires de mœurs. Mais au moment où l'affaire éclate, Picard est déjà mort. Et pourtant, cela ne suffit pas à l'épargner. Son corps est exhumé pour l'enquête. Même la mort ne semble plus protéger les accusés dans ce type de procès. Au fil des exorcismes, les déclarations s'enchaînent. On parle de pactes, de visions, de démons, de corruption spirituelle et d'un mal invisible qui aurait pénétré le couvent de l'intérieur. Madeleine Bavent devient peu à peu la figure centrale du dossier. Mais au lieu d'être présentée comme une simple victime, elle finit elle-même entraînée dans la mécanique accusatoire. L'affaire se retourne. Les possédées ne sont plus seulement celles qui témoignent. Elles peuvent aussi devenir celles qu'on condamne. Selon les sources historiques, Madeleine Bavent sera finalement condamnée à la prison à vie par l'évêque d'Évreux. C'est l'un des aspects les plus sombres de ces dossiers. Les frontières y sont constamment brouillées. Qui ment ? Qui délire ? Qui manipule ? Qui subit ? Dans les affaires de possession, la victime, le témoin et l'accusé
peuvent parfois devenir une seule et même personne. Louviers est moins célèbre que Salem, moins connu que Loudun. Et pourtant, c'est peut-être l'un des cas les plus dérangeants de tous, parce qu'il montre que ces crises ne naissaient pas seulement dans les tribunaux, elles naissaient aussi dans des lieux clos, dans des communautés coupées du monde, dans des espaces saturés de silence, de culpabilité, de peur religieuse et de suggestions permanentes. Et lorsque ces tensions éclataient, elles prenaient parfois la forme du démon. Mais les possessions collectives ne disparaissent pas pour autant avec le temps. 2 siècles plus tard, un phénomène similaire apparaît dans un petit village des Alpes françaises, Morzine. Dans les années 1860, plusieurs adolescentes commencent à présenter des crises violentes. Elles crient, convulsent et affirment être possédées par des démons. Lors de certaines crises, elles insultent les prêtres ou parlent avec des voix graves. Rapidement, le phénomène s'étend. Plusieurs dizaines de jeunes filles sont touchées, puis plus d'une centaine. Les autorités envoient des médecins pour examiner les malades. Certains parlent d'hystérie collective, d'autres évoquent des troubles psychologiques. Mais le plus troublant, c'est que le phénomène ne dure pas quelques jours, mais plusieurs années. Entre explications médicales et interprétations religieuses, le village se fracture. Pour les uns, il s'agit d'un trouble collectif. Pour les autres, d'une véritable invasion démoniaque. Et dans cet affrontement entre science et croyance, Morzine devient le symbole d'une peur ancienne qui refuse de disparaître. Et lorsqu'un phénomène persiste pendant des années, le doute devient plus difficile à contenir. Mais dans certaines régions d'Europe, la peur des sorcières prend une ampleur encore plus dramatique. Les accusations deviennent si nombreuses que les tribunaux ne peuvent plus les contrôler. Au XVIIe siècle, dans plusieurs villes du Saint-Empire romain germanique, la chasse aux sorcières se transforme alors en mécanique de destruction. Dans la ville de Würzburg, une vaste chasse aux sorcières commence vers 1626. Au départ, quelques habitants sont accusés. Mais sous la torture, les suspects donnent d'autres noms. Et ces nouveaux accusés en dénoncent d'autres. Le phénomène devient rapidement incontrôlable. En quelques années, plus de 900 personnes sont exécutées. Parmi elles, des paysans, des marchands, des enfants, et même des membres de la noblesse. Dans une lettre écrite en 1629, un témoin décrit la situation. Je cite : « Il ne reste presque plus personne qui ne soit soupçonné de sorcellerie. Et dans une ville où presque tout le monde finit par être suspect, la question n'est plus de savoir qui est coupable, mais qui sera le prochain. » Dans la ville voisine de Bamberg, la situation devient tout aussi dramatique. Les autorités font construire une prison spéciale appelée la Drudenhaus, la maison des sorcières. Les suspects y sont enfermés et interrogés sous torture. Plus de 600 personnes y seront exécutées. Parmi elles, le maire de la ville. Dans une lettre écrite depuis sa cellule, il écrit « Je suis innocent. Mais ici, chacun doit devenir sorcier ou mourir. » À ce stade, la chasse aux sorcières n'est plus seulement une série de procès. C'est une machine qui se nourrit d'elle-même.
XVIIe siècle, la peur de la sorcellerie atteint même la haute société. En France, une affaire connue sous le nom d'affaire des poisons secoue la cour du roi Louis XIV. Tout commence avec une aristocrate, la marquise de Brinvilliers. Elle est accusée d'avoir empoisonné plusieurs membres de sa famille. Mais l'enquête va bien au-delà d'un simple crime domestique. Elle révèle un réseau de devineresses, d'empoisonneurs et d'intermédiaires de l'ombre. Certaines femmes prétendent vendre des poisons, des filtres d'amour et même des rituels occultes. L'une d'elles, connue sous le nom de la Voisin, est accusée d'organiser des messes noires. Selon plusieurs témoignages, des rituels auraient été accomplis pour obtenir richesse, désir, faveur ou pouvoir. L'affaire devient un scandale national et touche jusque dans l'entourage du roi. Ici, la sorcellerie change de visage. Ce n'est plus seulement la peur paysanne des villages isolés. C'est un poison qui remonte jusqu'au salon, aux chambres et aux couloirs du pouvoir. Ici, la sorcière ne vit plus à la lisière des forêts. Elle entre dans les salons. Mais certaines histoires de sorcellerie ne sont pas liées à des procès. Elles ressemblent plutôt à des phénomènes paranormaux. Tennessee, 19e siècle. La famille Bell vit dans une ferme isolée près de la ville d'Adams. Un soir, John Bell aperçoit une étrange créature dans un champ. Mais aucun habitant de la région ne peut l'identifier. Peu de temps après, des phénomènes commencent dans la maison. Des coups résonnent dans les murs. Des chaînes semblent traîner sur le sol. Et des bruits de pas résonnent dans des pièces vides. Puis les phénomènes deviennent plus inquiétants. Une voix se met à parler. Une voix invisible. Elle chante, récite des passages de la Bible et répond aux questions des habitants. La rumeur se répand rapidement dans la région. Des voisins viennent observer les phénomènes. Certains affirment entendre la voix. D'autres jurent voir des objets se déplacer seuls. Selon les témoignages, l'entité se présente comme Kate, la sorcière. L'histoire devient si célèbre qu'elle attire l'attention d'un personnage inattendu. Le futur président américain, Andrew Jackson. La légende raconte que lorsqu'il tenta de visiter la ferme, son chariot se serait immobilisé sur la route, comme retenu par une force invisible. Après plusieurs tentatives, Jackson aurait déclaré « Par le ciel, c'est la sorcière. » La légende raconte alors qu'une voix invisible répondit « Je vous laisserai passer, mais seulement cette fois. » Et le chariot redémarra. Encore aujourd'hui, l'affaire de la Bell Witch reste l'un des cas de hantise les plus célèbres de l'histoire américaine. Avec elle, la sorcière n'est plus seulement une accusée, elle devient une présence. Mais dans l'Europe des procès de sorcellerie, certaines accusations vont encore plus loin, beaucoup plus loin. Elle ne parle plus seulement de malédiction, de pacte ou de possession. Elle parle de métamorphose, de chair déchirée, de chasse nocturne et d'un homme que l'on accuse d'être devenu une bête. Allemagne, Bedburg, 1589. Un nom va traverser les siècles comme l'un des plus terrifiants de toute l'histoire démonologique. Peter Stump, ou Peter Stube, selon les sources. C'est un fermier relativement aisé, mais autour de Bedburg, depuis des années,
La peur grandit. On retrouve des cadavres mutilés, des enfants disparaissent, des animaux sont attaqués. Et dans la région, les rumeurs prennent une forme précise. Un loup rôde. Un loup d'une violence extrême. Selon certaines versions, des chasseurs finissent par poursuivre la créature. Et au terme de la traque, ce n'est pas un animal qu'ils découvrent, mais Peter Stump lui-même. Très vite, l'accusation devient monstrueuse. Stump n'aurait pas seulement commis des meurtres, il aurait conclu un pacte avec le diable et reçu de lui une ceinture magique qui lui permettrait de se transformer en loup-garou. Sous la torture, il avoue. Comme dans tant d'autres affaires de cette époque, il raconte qu'il aurait utilisé cette ceinture pour prendre une forme bestiale et chasser de nuit. Les récits publiés après son procès l'accusent d'atrocités extrêmes. Meurtre d'enfants, cannibalisme, attaques contre des femmes enceintes, violences sexuelles. À ce stade, l'affaire bascule presque hors du domaine judiciaire. Elle devient un mythe d'horreur, l'incarnation parfaite de la corruption démoniaque. Mais il faut rappeler un point essentiel. Tout cela repose sur une confession obtenue sous torture, et sur un contexte où les autorités cherchaient moins la vérité qu'une confirmation de leurs croyances démonologiques. Le procès de Peter Stump est aujourd'hui considéré comme l'un des plus célèbres procès de loup-garou de l'histoire européenne. Sa fin est à la hauteur de l'horreur qu'on voulait faire de lui. Son exécution est d'une brutalité exemplaire. Il est attaché à une roue, écorché vif. Son corps est brisé, puis il est décapité et brûlé. Ce supplice n'a pas seulement pour but de punir, il sert à terroriser, à montrer à tous ce qu'il en coûte de devenir le monstre que la société redoute. L'affaire Stump est essentielle, car elle montre jusqu'où la peur pouvait aller. À partir du moment où l'on admet qu'un homme peut pactiser avec le diable, tout devient possible. La sorcière, le possédé, le prêtre corrupteur et même le loup-garou. Pendant des siècles, la peur des sorcières a pris de nombreuses formes. Des accusations, des possessions, des procès, et parfois des monstres. Mais toutes ces histoires avaient un point commun. Elles étaient jugées, condamnées, enfermées dans des archives. Puis quelque chose change. Les procès disparaissent. Les tribunaux se taisent. Mais la peur, elle, ne disparaît pas. Elle change. Elle évolue. Elle se cache ailleurs. Plus besoin d'accusation, plus besoin de juge, plus besoin de bûcher, car désormais, il suffit d'un récit, d'une rumeur, d'une forêt, et parfois d'une histoire qui n'aurait jamais dû exister. Une histoire devenue célèbre, non pas par des archives, mais par un film. The Blair Witch Project, présenté comme des images retrouvées, tourné par des étudiants disparus dans une forêt. Ce récit va semer le doute. Car pour beaucoup, la frontière entre fiction et réalité devient floue. Et cette sensation étrange que quelque chose observe encore. Mais peut-être que cette histoire n'a rien de nouveau. Car bien avant les forêts du Maryland, bien avant les procès,
Bien avant les accusations, une autre histoire existait déjà, dans l'Antiquité, dans un texte ancien, un récit qui traverse les siècles. Dans l'Ancien Testament, un roi désespéré cherche à parler aux morts. Le roi Saul. Il consulte alors une femme capable d'invoquer les esprits, la sorcière d'Endor. Selon le récit, l'esprit du prophète Samuel apparaît, un mort qui parle à un vivant. Ce passage est souvent considéré comme l'un des premiers récits de nécromancie dans la tradition occidentale. Bien avant les bûchers, bien avant les tribunaux, l'idée était déjà là. Celle d'un être capable de parler avec l'invisible. Aujourd'hui, les historiens expliquent ces événements par la peur, la religion, les tensions sociales et parfois la manipulation. Mais certains témoignages restent difficiles à ignorer. Des voix entendues par plusieurs personnes, des phénomènes inexpliqués, des récits qui traversent les siècles. Alors une question demeure. Ces sorcières étaient-elles simplement les victimes d'une époque dominée par la peur, ou certaines histoires cachent-elles quelque chose de plus sombre? Car après tout, les procès ont disparu, les accusations se sont tues, mais la peur, elle, n'a jamais vraiment quitté nos esprits. Elle a simplement changé de forme. Et si certaines de ces histoires n'étaient pas seulement des légendes,